Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Je me nomme Joël McLean et je suis tellement heureux que tu sois là avec moi pour cet épisode. D'ailleurs, nous continuons la mini-série portant sur les 5 dysfonctions d'une équipe, donc basée sur le travail de Patrick Lencioni dans son livre Optimiser votre équipe ou en anglais The 5 Dysfunctions of a Team. Et puis, si vous reculez à l'épisode 13 de la saison 6, bien, c'est là que nous avons débuté à explorer les 5 dysfonctions. Donc, la première étant le manque de confiance. Donc, dans l'épisode 13, si vous allez chercher ça, je vous invite de débuter là, hein, votre écoute. Et puis, on démystifie un peu dans l'épisode 13, là, qu'est-ce que c'est exactement avoir un manque de confiance dans une équipe et quel est son impact sur l'équipe et puis sur les résultats qu'on peut obtenir en équipe. Suivant cet épisode, bien sûr, a été l'épisode numéro 14, dans lequel nous avons abordé la deuxième dysfonction de l'équipe, qui est la peur de la confrontation. Donc, une fois que nous avons établi la confiance dans notre équipe, bien, ça nous permet de pouvoir avoir des conversations courageuses, n'est-ce pas, avec les gens, et puis d'être capable d'avoir le courage de challenger sans s'inquiéter que les gens vont nous juger ou sans s'inquiéter que les gens vont être blessés ou qui vont le prendre personnellement. Donc, tout cet impact-là au niveau d'une équipe, une fois qu'on a bâti la confiance, bien, est-ce qu'on est en train d'avoir les bons débats dans notre équipe? Et puis, dans l'épisode numéro 14, bien, on explore ce niveau-là d'une équipe, si vous voulez, et puis comment cette dysfonction pourrait venir avoir un impact négatif là, si on ne développe pas davantage là, cette composante-là. Et finalement, le dernier épisode, bien sûr, l'épisode numéro 15, qui a traité de la troisième dysfonction, qui est l'absence d'engagement. Alors, on a parlé justement de ça, hein, si les gens sont engagés au niveau des objectifs de l'organisation, de l'entreprise, ou c'est-tu vraiment juste, oui, je dis oui, je suis engagé, mais dans mes actions, ça se traduit en quelque chose de complètement différent. Donc, épisode 15, donc 13, 14, 15, les 3 premières dysfonctions. Et aujourd'hui, ben, je suis tellement heureux que tu es là pour parler de la quatrième, l'avant-dernière dysfonction, bien sûr, qui est l'évitement de la responsabilisation. Donc, ça en est une vraiment importante. Donc, et vraiment intéressant parce que imaginez, là, sans avoir développé la confiance, bien, on ne peut pas développer la confiance de pouvoir avoir des conversations, de challenger les gens dans notre équipe pour arriver aux meilleures solutions. Donc, on peut avoir une peur de confrontation. Et sans pouvoir avoir les débats, ces débats-là en particulier, bien, ça peut être très difficile de s'engager, qui est la troisième dysfonction, le troisième niveau de notre pyramide. Donc, au niveau de l'équipe, quelles actions est-ce qu'on pose qui démontrent que on est en train de vraiment prendre responsabilité pour nos actions? Puis ça veut dire quoi ça exactement, la responsabilisation? Alors, Patrick, dans son livre, nous parle justement de le défi qui est l'évitement de la responsabilisation. Et puis, il nous propose comment que ça peut être parfois tellement difficile de pouvoir se dire les vraies choses dans une équipe. Et puis c'est vrai, hein, parce que moi aussi, écoute, je l'ai connu, j'ai fait partie de plusieurs équipes, je fais encore partie de certaines équipes. Et puis, c'est pas facile de prendre responsabilité et puis de se dire les vraies choses, surtout quand c'est un collègue ou une collègue que peut-être n'est pas en train d'agir de la bonne façon, n'est pas en train de respecter les objectifs qu'on s'est donnés ou n'arrive pas à produire selon les dates d'échéance qu'on s'est données. Donc, comme membre de cette équipe-là, si j'ai un ou une collègue qui est au même niveau que moi, qui se retrouve dans cette situation-là, ben, comment est-ce que je vais réagir à ça? T'sais? Et puis souvent, on ne réagit pas. Souvent, on va laisser ça glisser. On va rester en silence, hein, on va demeurer en silence. Et puis, on ne va pas vraiment assumer notre responsabilité dans l'équipe afin d'aborder toute la question là, de nos collègues, peut-être, qui ne sont pas à la hauteur qu'ils devraient être ou qui ne livrent pas selon les objectifs que nous nous sommes donnés ensemble en équipe. Ça, c'est pas facile parce que je pense que souvent les gens, ils vont hésiter de faire ça, surtout dans des environnements peut-être qui sont peut-être un peu plus syndiqués, donc ils se questionnent par rapport à l'éthique professionnelle, tu sais, qu'est-ce que j'ai dois le dire, qui suis-je, d'aborder un sujet qui peut être très, très
sensible, hein. Avec un collègue, j'ai trop peur que je vais me faire reprocher ou que je vais être réprimandé par mon association. Donc, il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens ne vont pas prendre responsabilité là, pour pouvoir se dire les vraies choses. Parce que, première chose, c'est que quand on parle de l'évitement de responsabilisation, on parle de la volonté de souligner quand nos pairs sont en train de faire des choses ou que leurs actions vont nuire au groupe. Essentiellement, c'est ça, qu'est-ce que c'est? Alors, dans cette dysfonction-là, on parle de membres d'une équipe que dans des situations où est-ce qu'ils ont des collègues que leurs actions ou leurs comportements nuisent au groupe en entier, ben, les gens n'ont pas assez de courage ou ne disent pas qu'est-ce qu'ils devraient dire afin de pouvoir accompagner cette personne-là puis l'aider à pouvoir retrouver le bon chemin, là, tu sais, ou à retrouver ce niveau de production-là que l'équipe a besoin de cette personne-là. Donc, alors, la responsabilisation, c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est comme membre de l'équipe, comment est-ce que moi, j'aborde ces situations-là avec mes collègues? Est-ce que je suis capable de donner de la rétroaction à mes collègues? Est-ce que je suis capable de challenger mes collègues lorsque peut-être les efforts ne sont pas trop là ou les attitudes ne sont pas les bonnes attitudes? Et puis que d'une façon respectueuse, bien sûr, et d'une façon qui respecte tout l'enjeu professionnel, tu sais, il y a une façon de pouvoir aborder ça avec quelqu'un et puis de lui dire, écoute, tu sais, moi, je veux qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toi. Et puis, si moi, j'étais dans ta position, je voudrais que quelqu'un me le dise à moi. Tu sais, si jamais ma performance n'est pas à la hauteur et puis que j'ai des gens dans l'équipe qui perçoivent ça, bien, peut-être que je ne le sais pas, peut-être que je ne suis même pas conscient que ça se passe. Alors, si moi j'étais dans cette position-là, je voudrais absolument que quelqu'un me le dise, autant que ça pourrait peut-être me blesser un peu, étant donné qu'on a développé la confiance dans l'équipe, étant donné que nous sommes capables d'avoir les conversations qui sont nécessaires d'avoir, étant donné que nous sommes engagés, bien, moi, j'aimerais ça que si, à l'intérieur de mes actions, si jamais ce n'est pas à la hauteur des objectifs qu'on s'est donnés, ou que je suis en train d'agir d'une façon à ce que ça nuit l'équipe, ben, j'espère que quelqu'un va me le dire. Moi, je voudrais ça. Donc, ça, c'est une façon qu'on pourrait approcher un ou une collègue là, par rapport à toute la question d'être responsable là, envers l'équipe, hein, le plus grand portrait, comme qu'on dit, afin qu'on puisse s'assurer que les choses avancent dans l'équipe. Tu sais, parfois, ça arrive que on a besoin de rappels par rapport à nos engagements, aux engagements qu'on s'est fait. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment bien à faire en équipe. Puis même, c'est sain de le faire en équipe. Je trouve même que c'est quelque chose qui garde une équipe en bonne santé. C'est quand on se rappelle de nos engagements. Puis quand on a des gens qui sont là, puis qui sont capables de faire ça, un entre l'autre, et puis que nous savons que quand les gens le font, c'est pour le bien-être de l'équipe, c'est pour le bien-être des personnes, et puis qu'en bout de ligne, on cherche à construire et on cherche à aboutir à nos objectifs. Mais je pense que, oui, sur le coup, ça peut pincer, mais je pense que ça fait en sorte qu'une personne est capable de s'ajuster beaucoup plus rapidement. Et puis que la personne est capable de retrouver cet engagement-là qui était juste l'échelon d'avant, là, hein, le manque d'engagement, la troisième dysfonction. La personne est capable de se réengager encore parce que, tu sais, d'un fond, on est humain, là. Il y a des choses qui arrivent. On a des bonnes journées, on a des moins bonnes journées. Et puis, ça m'est arrivé à moi aussi qu'il y a eu des journées que j'avais besoin de rappel par rapport aux engagements que je m'étais donné là, ou que j'ai promis à faire auprès de l'équipe et puis auprès de certains individus d'une équipe. Donc, de se faire ce rappel-là, je pense que on doit être capable de faire ça comme membre dans une équipe. Et puis, ça fait partie de notre responsabilité comme membre d'équipe, c'est certain. Tout ça, bien, ça nous aide à maintenir et de continuer à bâtir l'échelon de base là, qui est la confiance dans une équipe. Parce que si on n'a pas ça, là, si on n'a pas de confiance, là, il va y avoir plein de choses qui vont passer inaperçues. Il y a plein de choses qui vont se faire glisser sous le tapis. Puis ce sont tous des choses qui vont faire en sorte que la frustration peut augmenter, la production peut diminuer, le sens de l'efficacité personnelle peut baisser. Alors, quand on se pose la question en équipe, là, ben, on voudrait-tu vraiment ces choses-là? On voudrait-tu vraiment se retrouver dans une situation où est-ce qu'on a des gens frustrés, on a des gens qui
ne sont pas trop certains dans quelle direction qu'on s'en va. On a des écarts qui passent inaperçus. On a des choses qui ne sont pas dites. Non, il n'y a personne qui veut vivre dans un environnement comme ça. Puis quand on parle là, d'une carrière, de la carrière d'une personne ou le montant de temps qu'on passe au travail, là, c'est bien des minutes, ça, dans une vie. C'est bien des minutes. Et chose certaine, on ne veut pas passer toutes ces minutes-là à ne pas être heureux dans ce qu'on est en train de faire. Oui, il va y avoir des journées qu'on ne va pas l'être heureux, puis c'est tout à fait normal, ça. Mais l'objectif devrait être qu'on a beaucoup plus de journées qu'on est heureux qu'on est malheureux. Et puis, ben, une des façons qu'on peut faire ça, c'est en assumant notre responsabilité auprès de l'équipe. Une fois qu'on a établi la confiance, une fois qu'on est capable d'avoir les conversations courageuses, les débats qui sont sains, ça nous permet de nous engager. Et puis là, une fois qu'on est engagé, là, oups, quand on a des personnes dans l'équipe qui ont besoin d'un rappel de leur engagement, des personnes peut-être qui manquent un peu de pep, qui ont besoin d'être encouragées, on doit être capable de faire ça dans l'équipe. Tu sais? Parce que si on ne le fait pas, comment est-ce qu'on va s'y tenir à nos engagements? La plupart du temps, hein, les gens, ils vont se retrouver dans des situations, dans des positions où est-ce qu'ils vont se désengager et puis qui ont besoin d'un appui de leurs collègues. On a tous besoin d'un appui de nos collègues à l'intérieur d'une équipe. Pas juste de notre superviseur. Là. Oui, notre superviseur peut nous dire, hey, écoute, tu sais, j'ai remarqué là, dernièrement que tu n'as pas de l'air dans ton assiette, puis es-tu correct? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'appuyer? Tu sais, on a des dates d'échéance qui arrivent très bientôt. On compte sur toi. Oui, absolument, le superviseur peut faire ça. Donc, notre superviseur a définitivement une influence sur nous lorsque ça vient à notre responsabilisation, n'est-ce pas? Donc, la personne, notre superviseur, peut nous rappeler de nos engagements, peut venir nous encourager lorsque notre performance n'est pas au niveau qu'il ou elle juge qu'elle pourrait l'être, et puis nous demande, ben, as-tu besoin de quelque chose? Comment est-ce que je puisse t'appuyer? Donc, ce genre de responsabilisation-là, que je nomme une responsabilisation verticale, ça a un impact définitivement, mais je pense qu'après un certain temps, l'impact demeure pas mal stable, constant. Ça va jusqu'à un certain point, puis après ça n'a peut-être plus autant d'influence. Si on compare ça maintenant à une responsabilisation entre les pairs, là, je pense qu'on parle d'une différente game. Tu sais, s'il y a une chose, moi, personnellement, que j'ai toujours voulu comme membre d'une équipe, c'est que mes coéquipiers, les autres personnes qui sont dans mon équipe soient fiers du travail que je fasse, puis que je me mets toujours dans une position à l'intérieur de ma performance et puis de mon engagement, que je suis dans une position où est-ce que ça bénéficie à ces gens-là et ça bénéficie à l'équipe. Donc, c'est important qu'est-ce que ces gens-là pensaient de moi. C'est important que ces gens-là me voyaient comme un atout et puis percevaient et reconnaissaient, tu sais, les belles choses que je contribuais à l'équipe. Alors, pensez à l'influence que ça peut avoir lorsque ce sont nos collègues ou nos coéquipiers là, qui viennent nous voir pour nous rappeler de nos engagements, pour nous rappeler que, tu sais, on est capable puis qu'on a des belles choses à contribuer. Alors, la responsabilité horizontale, bien sûr, ça fait en sorte que, tu sais, si on regarde à ça comme une pente, là, un peu comme ça, là, si vous êtes dans YouTube, vous pouvez voir que j'ai mon bras devant moi. Alors, la pente augmente de beaucoup. Hein. La pente de cette courbe-là augmente de beaucoup lorsqu'on parle de responsabilisation entre les pairs parce que c'est comme un différent type de pression, ça. Tu sais. Puis moi, je trouve que, et je généralise, et dans mon expérience parce que je l'ai vécu, mais je trouve que des fois, la pression que ça peut exercer sur nous lorsque on pense que nos actions vont décevoir nos collègues, c'est beaucoup plus puissant. Je généralise, mais ça peut être beaucoup plus puissant que le sentiment de décevoir mon superviseur. Puis je ne sais pas si ça fait du sens, ça, pour vous, là, quand que je vous dis ça, mais il me semble que quand j'y pense, puis j'y réfléchis davantage maintenant, là, je m'écoute parler, puis je me dis, ouais, c'est déjà arrivé que dans une équipe, à l'intérieur d'une initiative, je me suis grouillé encore plus parce que je ne voulais pas décevoir mes collègues. Parce que mes collègues comptaient sur moi. Puis ça, c'était comme beaucoup plus à l'avant de mes pensées puis de mes préoccupations que décevoir mon superviseur l'était. Donc, à cause de ça,
l'impact ou l'effet ou l'influence de cette responsabilisation-là chez mes pairs était un facteur beaucoup plus puissant par rapport à retrouver mon engagement. À me dire, OK, Joël, il faut que tu te shakes la tête et puis c'est le temps de vraiment retourner aux raisons d'être, pourquoi tu es là, et puis de remettre au niveau que tu devrais être là en termes de production et puis d'effort. Alors, lorsqu'on y pense de cette façon-là, au niveau de responsabilisation, ça a un impact différent. Oui, il y a un impact définitivement lorsqu'on parle de se faire de se faire rappeler de notre responsabilité de notre superviseur, mais c'est toute une autre paire de manches lorsque ça vient de nos pairs. Alors, imaginez-vous dans vos équipes, si vous êtes capable de développer votre équipe là, à ce niveau-là, où est-ce que vous êtes capable de d'aborder ce genre de choses-là entre collègues. L'impact que ça peut avoir sur la production de l'équipe, l'impact que ça peut avoir sur le bien-être de l'équipe, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que sinon, on se retrouve toujours être dans une situation où est-ce que c'est le superviseur qui doit le faire et puis là, ça peut devenir à un point où est-ce que les gens perçoivent ça comme peut-être des mesures disciplinaires ou peut-être du micromanaging ou, tu sais, quand l'équipe prend la responsabilité et est capable de le faire un entre l'autre, je pense que ça apporte toute une autre, ça apporte toute une autre, tout un autre niveau à qu'est-ce qu'on peut accomplir ensemble comme équipe et puis au potentiel de qu'est-ce qu'on peut faire dans cette équipe-là. Ouais. Maintenant, vous allez vous poser la question, ben, comment est-ce qu'on fait ça pour développer la responsabilisation dans une équipe? Donc, il y a des stratégies que j'ai notées ici que je vais partager avec vous. Alors, qu'est-ce que moi je peux faire dans une équipe ou qu'est-ce qu'une équipe peut faire afin de nous assurer qu'on est en train de vraiment vivre cette responsabilisation un entre l'autre? La première, c'est rendre public ce que l'équipe a dit qu'il voulait accomplir. Alors ça, il faut que ça soit bien connu, il faut que ça soit public. Il y a même des entreprises ou des organisations qui vont partager ça dans les médias sociaux afin que ça soit vraiment public, mais si ça peut être affiché, si ça peut être rapporté à des rencontres souvent, puis qu'on se fait le rappel de quels sont nos engagements, puis qu'est-ce que l'équipe a dit qu'elle voulait faire, bien, puis de se rappeler que aussi, que c'est la responsabilité à tout le monde dans l'équipe de se faire ces rappels-là, ben, je pense qu'on a bien plus de chances à développer cette responsabilisation-là et puis que ça peut se faire continuellement, hein, puis que ça devienne une partie de la culture de comment l'équipe fonctionne. Donc, rendre public ce que l'équipe dit accomplir, vouloir accomplir. Euh, une autre bonne stratégie, selon mon expérience aussi, c'est de vraiment bien préciser les tâches de chaque personne. OK? Fait que quand les tâches sont très précises, ben, c'est beaucoup plus facile de pouvoir identifier qu'est-ce que chaque personne a à faire, évidemment. OK? Moi, Joël McLean, comme membre de cette équipe, ben, moi, je veux être responsable et redevable de qu'est-ce que j'ai à faire. Donc, si c'est très bien défini, qu'est-ce que j'ai à faire, mon rôle dans l'équipe, mon rôle dans une initiative ou un projet, puis que ça, c'est connu par tout le monde, ben, c'est beaucoup plus facile pour que mes collègues puissent m'aider à rester responsable et puis rester engagé là, à mes engagements. OK? Donc, préciser les tâches de chacun. Définir les comportements qui sont attendus. Donc, il ne faut jamais assumer que les gens savent comment ils doivent se comporter, comment ils doivent se comporter. Justement, j'en parlais lors d'une de mes dernières conférences la semaine dernière au Nouveau-Brunswick. Et puis, comment on ne peut pas assumer que les gens vont savoir comment se comporter dans différentes situations. C'est un peu comme l'exemple que j'ai utilisé, c'était, tu sais, quand on lance les élèves dans un projet d'équipe ou un projet de groupe. On leur donne la thématique, les paramètres, etc., les objectifs d'apprentissage, tout ça. Puis là, on leur dit, OK, allez-y en groupe de 3 ou 4, travaillez. Bon. Maintenant, il y a des bonnes chances qu'il y a des élèves là-dedans qui ne savent pas comment travailler en équipe. Et puis que ça prendrait qu'on enseigne explicitement, bien, qu'est-ce que ça a de l'air, ça, de travailler en équipe, puis de faire ça avec nos élèves. Hein? On doit l'enseigner à nos élèves pour qu'ils sachent comment se comporter à l'intérieur d'une équipe. Alors, c'est bon de faire ça avec des adultes aussi. Tu sais. Pas parce qu'on ne sait pas, mais c'est parce que c'est bon de le ramener ça à la table. Puis dans certains cas, mais il y a des personnes peut-être qui ne savent pas. Puis ça arrive, ça. Tu sais. On ne peut pas tout savoir non plus. Alors, d'être capable de revenir là-dessus rapidement avec notre équipe et puis de faire le temps de pouvoir expliciter à
ce à quoi on s'attend au niveau des comportements dans l'équipe, ben là, on l'a mis ça à table, on le voit, puis on ne peut plus pas le voir. Là, tu sais, les gens sont conscients que ça existe. Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir être redevable envers moi-même par rapport à ces comportements-là, mais être capable d'appuyer mes collègues aussi si jamais, oups, il y en a un ou une là, qui commence à glisser, et puis que moi, comme membre de l'équipe, ben, je veux faire ma part et puis je veux m'assurer que je communique ça à mon collègue. OK? Alors, définir les comportements attendus, puis la dernière stratégie que je vais partager avec vous, ben, c'est d'évaluer régulièrement les progrès. OK? Fait qu'on arrive ensemble, on fait un check-in, tu sais, où est-ce que les gens sont rendus, on est comment proche de notre objectif, est-ce qu'on est encore confiant qu'on va respecter les dates d'échéance, Euh, est-ce qu'on a du succès, quels sont les défis, etc., quelles sont les embûches, comment est-ce qu'on peut vous appuyer. Donc, toutes ces choses-là sont vraiment importantes à aborder. Puis moi, je dirais même souvent. Alors, un des types de rencontres qu'on peut tenir par rapport à ça, c'est un type qu'on appelle une rencontre check-in, hein. Alors, ça nous permet de pouvoir faire une vérification rapide chez les gens pour nous assurer que tout va bien. Et puis là, s'il y a des petits embûches, ben, on peut rapporter ça puis ajouter des sujets à un autre type de rencontre qu'on nomme stratégique là, pour qu'on puisse planifier plus en profondeur là, par rapport à ce qu'on aurait besoin de faire. Mais de pouvoir évaluer régulièrement le progrès, je pense que c'est important parce qu'on a besoin de savoir là où est-ce qu'on est rendu. Tout le monde doit le savoir. On doit être transparent par rapport à ça. Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et puis, c'est comme ça qu'on est capable d'identifier d'avance, tu sais, des problématiques potentielles, là. On peut éviter beaucoup de frustration en s'assurant qu'on évalue régulièrement nos objectifs, là où est-ce qu'on est rendu, les comportements, comment est-ce que la dynamique d'équipe, comment est-ce que ça va à ce niveau-là. Donc, toutes ces choses-là, si on est capable d'évaluer ça d'une façon régulière, je pense que ça peut non seulement nous épargner beaucoup de temps, mais ça pourrait aussi nous épargner beaucoup de frustration. Alors voilà 4 stratégies rapides que vous pouvez employer afin de développer la responsabilisation dans nos équipes. Et puis, je termine avec ça, bien sûr, les questions. Donc, j'aime toujours lancer quelques petites questions de réflexion par rapport à cette dysfonction ici qui est le manque de responsabilisation ou l'évitement de la responsabilisation. Alors, j'ai 2 questions à te poser par rapport à la thématique d'aujourd'hui. La première est la suivante. Dans ton équipe, qui est responsable de maintenir les standards? Est-ce que c'est seulement ton superviseur ou le leader de l'équipe ou est-ce que c'est chaque individu dans l'équipe? Alors ça, c'est une excellente question à se poser, puis même une question à poser dans ton équipe lors de ta prochaine rencontre. Hein? Qui est responsable de maintenir les standards? C'est-tu tout le temps la même personne ou est-ce que c'est tout le monde là, qui contribue à maintenir ces standards-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est une question peut-être un peu plus personnelle, puis je la pose à toi directement. La voici. Suis-je voulant de tolérer le malaise interpersonnel pour le bien-être de l'équipe? Ça revient au cœur de la raison d'être de la responsabilisation et en même temps, la raison pourquoi que beaucoup de gens évitent la responsabilisation, c'est parce que ça nous rend mal à l'aise. On voit ça comme une confrontation, on voit ça comme quelque chose de négatif, mais ça ne l'est pas. Souvent, ça va créer un inconfort chez nous, et puis, on a comme la perception que ça va peut-être occasionner euh, la création d'une situation qui peut être très déplaisante. Et puis, souvent, ce n'est même pas le cas. Puis, c'est même pas ça. Qu'est-ce qui devient le produit de la conversation que tu as ou la rencontre que tu as. Alors, dans plusieurs des cas, moi, personnellement, je peux attester à ça. C'est une question d'être capable de surmonter ton propre malaise, de surmonter ta peur, puis ton inconfort, et puis d'aller vers ton collègue pour pouvoir en jaser, justement. Donc, je répète la question. Alors, c'est une question très personnelle. Suis-je voulant de tolérer le malaise interpersonnel pour le bien-être de l'équipe? Hein? Alors, ça, c'est peut-être le malaise, c'est peut-être quelque chose que je vais vivre ou ressentir d'une façon temporaire. Toutefois, si je ne le fais pas, le résultat là, sur l'équipe, on peut le ressentir beaucoup plus longtemps que ça. OK? Donc, l'inconfort ou le malaise interpersonnel temporaire pour le bien-être de l'équipe.
Comme je disais, c'est pas toujours facile de le dire, c'est pas toujours facile de le recevoir non plus. Il peut y avoir une petite tension qui peut se développer, ça c'est sûr et certain. Après ça, c'est important de poser les gestes puis les actions, à retourner vers la personne, puis nous assurer que tout est beau, que le message était bien compris, et puis que, tu sais, on puisse laisser à la personne, tu sais, quelques heures, quelques journées pour digérer qu'est-ce qu'elle a entendu, parce que ça pourrait être une étape difficile où la personne peut être en train de vivre des choses difficiles dans sa vie, mais elle avait quand même besoin d'entendre que de ses collègues que c'était peut-être une problématique au niveau de l'équipe et puis que ça avait tu sais, un impact négatif sur l'équipe. Donc, ça c'est important aussi. Dans le respect, quand on le dit, bien sûr, et puis dans la considération de ce qui se passe dans la vie de la personne. Mais encore, moi, je reviens à l'exemple que je vous ai donné, de la stratégie que je vous ai donnée tantôt. Je me mets toujours dans les souliers de la personne, tu sais. Si c'était moi dans cette position-là, puis que j'agissais d'une certaine façon, peut-être que j'étais même pas conscient, que j'étais même pas conscient, que j'agissais d'une certaine façon, que ça brimait l'équipe ou que ça venait avoir du tort dans l'équipe, moi, je voudrais que quelqu'un me le dise. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je me souviens de ça. Et puis, quand vient une situation, quand une situation se présente justement, puis que il faut que je prenne responsabilité, puis que j'ai une conversation avec un membre de l'équipe, ben c'est là que je me dis, tu sais quoi, c'est important parce que moi, je voudrais que quelqu'un me le dise. Alors, deux bonnes questions pour vos réflexions. Donc, je termine avec ceci. La responsabilisation, ce n'est pas contrôler, c'est se soutenir pour atteindre un objectif commun. J'ai même écrit ça là, dans mes petites notes ici. Je voulais absolument partager ça. Je répète, la responsabilisation, ce n'est pas contrôler, c'est se soutenir pour atteindre un objectif commun. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast portant sur la quatrième dysfonction d'une équipe selon Patrick Lencioni, qui est bien sûr l'évitement de la responsabilisation. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage de partager avec vos collègues, avec vos amis, surtout si vous pensez qu'une équipe pourrait bénéficier de toute cette belle réflexion là, que nous avons dans cette mini-série portant sur les 5 dysfonctions de l'équipe. Donc, j'apprécierais beaucoup si vous pouviez leur transmettre cet épisode-là et puis de partager dans vos réseaux. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du podcast encore une fois. J'espère vous retrouver pour le dernier épisode dans la mini-série sur les 5 dysfonctions d'une équipe. Donc, nous allons aborder bien sûr l'inattention portée aux données, super intéressante. Cette partie-là, cet échelon-là des dysfonctions. Alors, j'ai bien hâte de jaser de ça avec vous. Entre-temps, si ça vous intéresse de découvrir d'autres balados francophones ultra intéressants en éducation, bien, je vous invite de visiter baladopédago.com. Alors, Baladopédago, un regroupement de balados francophones en éducation, là pour vous desservir et puis pour acheter de la valeur à vous. Alors, allez vérifier ça. Et puis, d'ici à ce temps-là, bien, j'espère vous retrouver au prochain épisode.